Retour au débat de France 24. 180 chefs d'État et de gouvernement de la planète sont réunis actuellement à Marrakech où se déroule la 22e conférence internationale sur le climat, la COP22, un an après la COP21. François Hollande appelle les pays, en premier lieu les États-Unis, à respecter l'accord de Paris. Écoutez. Sur le climat, et c'était l'objet de la discussion que nous avons eue aujourd'hui à Marrakech, de l'intervention que j'ai faite, l'accord de Paris, cet accord que j'ai tant voulu, avec le contexte dont vous vous souvenez, vous vous rappelez de ce qui s'était produit le 13 novembre. Donc tous les chefs d'État et de gouvernement sont là. Il y a une décision à prendre, l'avenir de la planète, le climat, éviter le réchauffement. Cet accord de Paris, il est irréversible. Le chef de l'État qui répondait, voici une demi-heure sur notre antenne aux questions de Roselyne Fèvre, Christophe Boisbouvier d'RFI et Patrick Simonin de TV5 Monde. Où en sont les engagements pris et où va le monde sous l'Amérique de Donald Trump? C'était donc le premier entretien donné par François Hollande depuis l'élection d'un nouveau président aux États-Unis. Pour en parler face à face, Thomas Porcher, membre du collectif des économistes atterrés. Bonjour, vous êtes également professeur à la Paris School of Business et auteur du Déni climatique aux éditions Max Milo. Face à vous, et non pas pour vous porter la contradiction, Daniel Leroy, député Europe Écologie Les Verts de la 3e circonscription du Puy-de-Dôme. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes présidente de la Commission des Affaires européennes à l'Assemblée nationale. Daniel Leroy, après la COP21 et les déclarations d'intention, la COP22, c'est quoi? C'est la mise en musique concrète de cet accord? C'est grosso modo, c'est ça. C'est la mise en musique, c'est la concrétisation. La COP21, tout le monde... a signé et 68 États ont ratifié, donc il y a quand même des choses sérieuses. Il est théoriquement entré en vigueur depuis le 4 novembre. Depuis le 4 novembre, 11 jours déjà. Donc 11 jours. Donc maintenant, nous sommes sur ce qui s'appelait, avant la COP21, l'agenda des solutions. C'est-à-dire chacun a donné sa feuille de route, doit la respecter. Je rejoins tout à fait ce qu'a dit le président Hollande là-dessus. C'est irréversible. Et jusqu'à preuve du contraire, ces premières choses qui doivent être débattues à Marrakech doivent donner la ligne. Sachant que aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que même avec les engagements de Paris, on n'est pas au fameux 1,5 ou 2 degrés, on est plus près des 3 ou 3,5. Donc on court déjà en l'état actuel des choses, et si on respecte l'accord de Paris, Thomas Porcher, à la catastrophe climatique. Ah bah oui. L'accord de Paris, c'est juste un objectif, 2 degrés, 1,5 qui est marqué même si on pouvait. Et puis après, les contributions des États, quand on les compile, Daniel Leroy l'a bien dit, on est à 3,5 degrés, donc on a la tête sous l'eau, clairement. Il faudrait que les pays fassent des contributions beaucoup plus ambitieuses, année après année. C'est parce que c'est minimaliste qu'on a réussi à obtenir l'accord d'autant de monde aussi vite? Bien sûr, il fallait que ce soit c'est un consensus mou. Donc, par exemple, le terme énergie fossile, il y a le mot énergie au travers d'une petite phrase, mais le terme énergie fossile, quand même, les énergies fossiles, c'est 80% des émissions de CO2, ne figure pas dans le texte. Donc voilà, il fallait que ce soit un consensus plutôt mou pour que tout le monde le ratifie. Mais on voit bien aujourd'hui que c'est au moins l'aveu par tout le monde qui a un impact finalement de l'action humaine sur le climat, quoi. Voilà, c'est une victoire diplomatique pour dire que le climat est aujourd'hui important, mais il y a un écart très fort entre le consensus scientifique et les effets négatifs sur le climat et la mise en place de politiques ambitieuses, et surtout aujourd'hui où on a quand même un des premiers émetteurs qui veut se retirer et qui sont les États-Unis. Alors c'est toute la question. C'est toute la question justement. C'est toute la question, Daniel Leroy, qu'on va aborder ensemble maintenant. Vous venez de le dire, l'accord en lui-même, il est déjà insuffisant pour nous prémunir de la catastrophe. Or, déjà, le deuxième plus gros pollueur de la planète pourrait s'en dédire. En tout cas, on attend de savoir ce que pense Donald Trump. D'abord, est-ce que concrètement, c'est possible de le faire, puisqu'il y a quand même des délais à respecter? On parle de 3 ans plus 1 an. Alors, c'est pas si simple. C'est 3 ans plus 1 an. C'est un point qui est très, très particulier, qui est le point 28, si je me souviens bien, mais peu importe. Pour qu'on comprenne bien concrètement. Mais concrètement, ça veut dire que quand cet accord a été signé, les États s'engagent, et pour en sortir, il faut 3 ans. Mais il y a une astuce qui malheureusement pourrait être utilisée par les États-Unis si Donald Trump continue à être sur une logique climato-sceptique. Et de ce point de vue-là, cette astuce lui permet de dire que tout compte fait, les autres années sont déjà passées puisqu'il y a eu des négociations avant, etc. Et donc pourrait même faire sortir les États-Unis au bout d'1 an. Mais moi, ce qui me paraît intéressant, c'est que du coup, aujourd'hui, on reparle de la COP22, alors que depuis la COP21, on disait, allez... On s'endormait un peu sur nos lauriers, c'est ce que vous voulez dire? Ça va, tout va bien, voilà. Or, tout ne va pas bien.
on est encore une année la plus chaude que l'année précédente, encore des catastrophes climatiques plus nombreuses et encore donc des réfugiés climatiques qui vont arriver. Et pourtant, les émissions de gaz à effet de serre, elles stagnent depuis 3 ans, Thomas Porcher. Oui, je voulais quand même ajouter une chose, c'est qu'il y a une troisième, sur ce qui avait été dit avant de rebondir sur cette question, c'est que la troisième façon que Trump peut avoir, c'est de rien faire. C'est de laisser sa contribution, qui est déjà très peu ambitieuse, la contribution des États-Unis. Vous voulez dire que ça l'engage tellement peu qu'il peut se permettre, sans se mettre à dos, bien sûr, là, il peut ne rien dire, faire. ne rien faire, laisser sa contribution, on se donne rendez-vous en 2020, et là, se dire, bon, bah écoutez, s'il laisse... Finalement, il n'y a rien de contraignant. C'est ça, voilà, il faut le dire. Quelles sont les sanctions pour un État qui ne respecterait pas ses engagements? Rien du tout. C'est volontariste. Voilà. Donc on est vraiment sur une feuille de papier. C'est dur de donner une sanction aux États-Unis, première puissance mondiale, et il n'y en a pas. Non, mais pourtant, eux ne se privent pas de donner des sanctions à nos banques, à nos entreprises. Oui, c'est en revanche impossible. Vous pointez le doigt, c'est pour ça que ça va être très difficile, je pense, aujourd'hui, et on l'a bien vu même. Malgré les sorties, parce que quand même Donald Trump est climato-sceptique, c'est quand même grave, le vrai climato-sceptique. Alors, est-ce qu'il est vraiment, lui, climato-sceptique, ou est-ce qu'il n'est pas influencé par son entourage pour se faire élire, tout simplement parce qu'il a été démocrate dans le passé, il a épousé à peu près toutes les positions. Les gens qu'il a mis au pouvoir, et puis ce qu'il dit, c'est qu'il... pragmatique, entre guillemets, tout de suite. Voilà, mais il nie quand même, à la télé, il nie l'existence du réchauffement climatique et dit que c'est une chose qui a été inventée par les Chinois. Oui, il parle d'un hoax, c'est-à-dire d'un canular. On est dans le top du climato-scepticisme. Il y a des degrés. Vous avez parfois des gens qui disent oui, le climat c'est important, mais qui font des politiques climato-sceptiques. Lui, il dit que ça n'existe pas. En gros, c'est de la concurrence déloyale de la Chine. Oui, alors ce qui est marrant, ça peut être l'argument qui se retourne, si je peux me permettre. Ça peut être l'argument qui se retourne parce que justement, les États-Unis ne peuvent pas se permettre, avec surtout l'ultra-nationalisme qu'il est en train de développer, Monsieur Trump, ils ne peuvent pas se permettre de laisser justement à la Chine le leadership et donc à des pays émergents, parce que derrière la Chine, il y a l'Inde, il y a le Brésil, pour prendre ces deux exemples-là. Et de ce point de vue-là, l'Union européenne, elle peut reparler d'une seule voix et redevenir le bon élève. C'est ce que dit un peu François Hollande. C'est aussi... ce serait le meilleur des scénarios. Je voulais vous faire réagir. C'est un peu ce que dit François Hollande. C'est ce que dit un peu François Hollande quand il parle, un peu de l'image de marque finalement des produits. Il dit Donald Trump, c'est un protectionniste, c'est donc quelqu'un qui veut vendre plus, qui veut exporter plus qu'il n'importe. Donc c'est important pour le Made in America que ces produits aient une image propre. Ce serait dévastateur pour l'industrie américaine d'exporter en gros des produits volontairement polluants. Thomas Porcher, vous pensez que ça joue vraiment ça? Et est-ce qu'on pourrait aller même jusqu'à un boycott des produits américains par des ONG? Est-ce que ça pourrait avoir une efficacité quelconque? Je pense que boycotter Apple aujourd'hui, parce que on a plein d'informations sur Apple qui nous donnent des raisons déjà de le boycotter. Il n'a pas payé d'impôts en Europe, il a fait fabriquer, assembler. Il y a des fameux écrans. On a tout un tas de raisons. Les conditions de fabrication. Mais vous voyez très bien que le produit en lui-même et ce qu'il vend comme image marketing l'emporte. Les terres rares aussi, dont on sait. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que on a le souvenir de Kyoto. Les États-Unis n'ont pas ratifié Kyoto et ça a entraîné une décennie de négociations perdues sur le climat. Alors peut-être qu'aujourd'hui les Chinois sont beaucoup plus mûrs, les Indiens sont plus mûrs et les Européens sont plus soudés, on l'espère, et qu'on pourra tenir tête aux États-Unis. Mais force est de constater que la dernière fois que les États-Unis n'ont pas ratifié ce Kyoto, au Kyoto bis, tout un tas de pays riches, le Canada, le Japon, ne voulaient plus le ratifier. Donc il y a une force d'entraînement des États-Unis. Il y a un effet d'entraînement énorme. Vous savez, Joseph Stiglitz disait quand les États-Unis éternuent, la moitié du monde attrape la grippe. C'est une réalité. Toujours est-il que depuis que Donald Trump a été élu, ça n'a pas empêché l'Australie, jusqu'à présent, quand même, l'un des principaux pays hostiles, finalement, à le ratifier. L'Australie vient de ratifier. Mais là aussi, peut-être, parce qu'on est dans un jeu d'équilibre, quelque part, ce que ça nomme en creux aussi, c'est peut-être que les États-Unis sont en train de perdre leur leadership. Une des choses qui s'est jouée peut-être dans ces élections, et ce protectionnisme qui arrive, c'est peut-être aussi cette fragilité-là. Il faut, du coup, sur ces domaines qui sont quand même où là on a des cartes à jouer, démontrer que les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, ça aussi c'est irréversible. J'aurais aimé que le président le dise parce que ça c'était précis. Il y a quand même la Chine qui est un très gros pollueur et aussi le premier producteur d'énergie renouvelable. Pour qu'on comprenne Donc, bien. il faut bien comprendre qu'il y a dans certains logiciels de certains États déjà le coup d'après qui est commencé. Pour être très les concret, États-Unis sont donc dans ce domaine-là en retard. Pour être très concret, Daniel Auroy, quand vous dites les énergies renouvelables, c'est irréversible, ça veut dire que lorsqu'on fait rentrer dans son mix énergétique plus d'énergie renouvelable via les éoliennes, les centrales, il y a le soleil, l'eau... on ne peut pas revenir en arrière. Non, on ne peut pas revenir en arrière parce que si on revient en arrière, d'abord parce que ces énergies renouvelables sont en train de devenir
compétitive, alors que pendant très longtemps, on nous a expliqué qu'elle ne l'était pas. Il est démontré. Il y a même un État d'Amérique centrale, je n'ose plus dire lequel pour ne pas faire d'erreur, qui, à l'heure actuelle, a supprimé toutes les énergies fossiles de son mix, du côté de l'utilisation de l'électricité, en ne faisant que de renouvelables. Et du coup, qui est devenu beaucoup plus indépendant, vous comprenez bien, et qui est en train de développer d'ailleurs du coup des effets démocratiques. Oui, mais donc, il y a ce paquet-là qui est à considérer. Oui. Et après tout, Ban Ki-moon a dit qu'il fallait taxer les énergies fossiles. Sauf que Thomas Porcher, l'argument de l'indépendance énergétique, il est à double tranchant, car c'est précisément celui qui est invoqué aujourd'hui par les compagnies pétrolières américaines pour faire du fracking, c'est-à-dire de la fracturation hydraulique sur le territoire des États-Unis. Et ça s'est passé. Et d'avoir quelques séismes du coup. Voilà. Oui, et ça s'est passé aussi sous Obama. Enfin, les États-Unis sont devenus bon, ça a commencé sous Bush, faut dire la vérité, qui a fait l'Energy Policy Act, mais ça s'est poursuivi sous Obama. Et les États-Unis ont été le premier producteur de pétrole au monde sous Obama. Donc c'est quand même, enfin, oui, il y a quand même une forme d'hypocrisie climatique. Il y a ce fameux pipeline Keystone XL que même Hillary Clinton a eu du mal à finalement dire qu'elle ne ferait pas. Les États-Unis, c'est un petit peu comme l'Europe, c'est-à-dire que dans les États-Unis, vous avez la Californie qui est à la pointe des renouvelables. Vous avez tout un tas, 130 villes, je crois, qui s'étaient mises sur le protocole de Kyoto alors que les États-Unis avaient refusé de le ratifier. Et puis vous avez d'autres endroits comme le Colorado où vous avez 60 000 puits en activité, c'est-à-dire plus que dans tout le moyen puits de pétrole et de gaz, plus que dans tout le Moyen-Orient. Donc il y a des contradictions que l'on vit aussi quand même en Europe, mais très fortes aux États-Unis. Donc est-ce que cet argument de l'indépendance énergétique, il ne faut pas le manier avec beaucoup de précaution, parce que finalement c'est celui qui te permet de dire au faucon de l'administration américaine, ça nous permet finalement de nous distancier de l'Arabie Saoudite. Surtout que les Américains ne sont pas indépendants complètement. D'une part, l'indépendance énergétique, c'est surtout, j'allais dire, la question de l'Union européenne. Parce que ceux qui sont les plus fragiles, quelque part dans ce domaine-là, c'est l'Union européenne qui est en même temps le plus grand consommateur du monde, malgré tout. Regardez l'exemple des Allemands qui sont sortis du nucléaire au motif de vouloir aller vers les énergies renouvelables, les énergies propres. Aujourd'hui, ils sont quand même dans la main de la Russie pour tout ce qui concerne les importations de gaz. C'est à la fois ça et pas ça. C'est pas aussi simple. D'abord parce que si nous en étions, la France, au niveau allemand des énergies renouvelables, et au niveau de l'efficacité énergétique qui est le leur, déjà, nous aurions largement rempli ce que la loi sur la transition énergétique s'engage à faire. Et nous n'en sommes pas là. Ensuite, ils sont dans une situation aussi où les choix politiques de la CDU, de Mme Merkel, ont été de ralentir quelque part la logique du renouvelable, parce que le charbon, parce que les bonnes relations avec la Russie, et du coup, ils se font attaquer, d'ailleurs, moi je rentre de Bratislava, ils se font attaquer par à peu près tous les autres pays européens sur le fait qu'ils essaient de faire une sorte de gazoduc qui contourne un certain nombre d'États pour faire du direct avec la Russie. Donc on voit bien que c'est difficile de discuter ensemble, c'est difficile de dire aux Polonais, vous arrêtez le charbon, et plus vite que ce que vous voulez faire. Mais en même temps, il y a une responsabilité collective qui est portée malgré tout et qui fait que le Portugal, par exemple, aujourd'hui, dit ce qui me manque. Moi, je fais de l'énergie solaire plus que je consomme d'électricité. Donc, ce que j'ai besoin, c'est qu'on mette le réseau qui va faire que je peux en passer à l'Espagne qui n'en a pas assez. Donc, vous voyez bien que pour beaucoup d'États européens, on en est déjà au coup d'après. C'est-à-dire, on en est déjà... L'Europe de l'énergie. On fait du renouvelable, on fait l'Europe de l'énergie. Et cette Europe de l'énergie, elle est quand même plus du côté d'efficacité énergétique et des renouvelables que d'acheter à la Russie ou d'acheter du gaz liquide demain à d'autres pays, les pays du Moyen-Orient. On voit la difficulté déjà de manier effectivement les concepts d'énergie propre et d'énergie décarbonée avec la géopolitique aujourd'hui telle qu'elle est. Il y a aussi cette question qui est cruciale depuis l'accord de Paris, puisque c'est aussi l'une des nouveautés de l'accord de Paris, celle qui fait aussi reposer sur les émergents une partie de l'effort. Ce fameux fonds de 100 milliards de dollars par an d'ici à 2020, où en est-on concrètement? On sait que c'est un aspect essentiel, en dehors évidemment de la capacité déjà des pays développés à respecter leurs propres engagements en matière de réduction de gaz à effet de serre, mais peuvent-ils également contribuer à hauteur de ces 100 milliards? Alors, le fonds vert, il a été quand même décidé avant la COP21. Donc, on en a déjà décidé à Lima, à la COP20, etc. Et de ce point de vue-là, si les États-Unis font défaut, ça va être beaucoup plus compliqué parce que les États-Unis, parce que c'est aussi parmi les plus grands pollueurs, et que... C'est un contributeur important pour ce fonds. C'est un contributeur important. Pour prendre un exemple, la France s'était engagée sur 1 million de dollars. C'est pas énorme. Oui. La Grande-Bretagne sur le double. L'Allemagne sur le double, ce qui fait que la France ensuite, dans un deuxième temps, est passée à ça. Oui. Donc on voit bien que là aussi,
c'est la volonté politique, et en particulier cette volonté politique, c'est est-ce que les pays qui ont été les plus gros pollueurs pendant longtemps, ou ceux qui le sont aujourd'hui comme la Chine, sont capables de dire aux pays qui, eux, sont ceux qui subissent, on a compris, on va vous aider, et on va vous aider, par exemple, l'Afrique demain à avoir l'électricité. Ça, on va vous faire sauter une étape, c'est-à-dire vous allez croître sans polluer, ce qui a malheureusement été notre cas à nous. Voilà, et du coup, tout le monde y gagnera, l'humanité y gagnera. Thomas Porcher, François Hollande, là, dans l'interview qu'il vient de nous accorder, explique, là, sans plus de précision, nous irons plus loin par rapport aux engagements financiers qui ont été pris. Il parle de la France. Comment faut-il comprendre cette phrase? Est-ce aller plus loin dans la contribution au fonds vert, ou est-ce aller plus loin dans les aides directes à des projets à destination d'un certain nombre de pays d'Afrique? On sait que demain, il doit rencontrer des chefs d'État étrangers, des chefs d'État africains, à Marrakech pour évoquer cette question, et que la France s'est engagée sur une quarantaine de projets pour l'électrification de l'Afrique, un projet par ailleurs cher à Jean-Louis Borloo. Oui, bien sûr. Là, ce que vous dites dans votre question, là, il y a plusieurs points intéressants. Bon, déjà, sur le fond, les 100 milliards. Est-ce que 100 milliards, aujourd'hui, c'est suffisant pour permettre à des pays pauvres ou émergents d'adapter leur économie à une économie moins carbonée? Pour moi, quand on voit ce qu'on a mis, par exemple, pour sauver les banques, on a mis plus de 1000 milliards. On fait quand même le différentiel. On est très loin du compte. Et ce fonds vert a du mal à être alimenté. Donc, ça, c'est les banques, officiellement, c'était des prêts. Là, on est quand même dans l'ordre du don. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'il faut absolument que nous, en tant que pays riches, nous soyons exemplaires. Ce qui n'est pas le cas. Les pays riches, je veux dire, la révolution du gaz de schiste, vous l'avez dit, a eu lieu dans la première puissance mondiale. C'est-à-dire, c'est pas un pays émergent qui a besoin d'énergie, c'est un pays qui a toutes les capacités de faire la transition et qui a choisi le gaz de schiste. Les sables bitumineux, qui sont les pétroles les plus sales, ont été choisis au Canada, qui a la possibilité d'organiser la transition vers une économie plus verte. Donc c'est quand même hallucinant que ce soit les pays riches. L'Arctique, vous avez des compagnies multinationales pétrolières, dont la nôtre, qui sont intéressées pour aller faire des forages en Arctique. C'est quand même hallucinant. Donc, ce sont les pays riches qui ont, jusqu'à aujourd'hui, montré un très mauvais exemple. S'ils organisaient ce basculement, et réellement et concrètement, je pense qu'il y aurait un effet d'imitation très très fort, un effet de ruissellement des politiques économiques, pour le coup, à défaut de ruissellement d'argent. Qui est le programme de Donald Trump, il faut le dire, en baissant les impôts des plus riches, on fait une grosse profiter tout le partie monde. des forages qui sont faits dans les pays pauvres, ou des centrales à charbon qui tournent dans les pays pauvres, ceux qui sont propriétaires de centrales sont des multinationales de pays riches. Et ça, il va falloir à un moment la poser, cette question. Voilà. Sur la question très spécifiquement des projets, alors je ne sais pas lequel de vous deux souhaite répondre sur ces projets à destination de l'Afrique. On le sait, il y a une quarantaine de projets sur lesquels la France s'est engagée. L'idée, c'est de doter l'Afrique de 10 gigawatts supplémentaires d'ici 2020. Je vous avoue que moi, personnellement, je ne vois pas concrètement ce que ça représente, mais on voit bien que c'est un projet important. Est-ce que la France va et doit aller plus loin? Alors, la France doit aller plus loin, ça c'est sûr. Est-ce qu'elle va le faire? Elle a une responsabilité particulière à l'égard de ce pays. Elle a une responsabilité particulière, ne serait-ce que par son histoire. Il y a deux États qui ont plus de responsabilités par rapport à l'Afrique, qui sont la Grande-Bretagne et la France. Il ne faut pas l'oublier. La Grande-Bretagne, elle fait aussi? La Grande-Bretagne, si on regarde la façon dont elle s'était engagée sur le fonds vert, était plutôt plus allante que la France. Il faut dire les choses là aussi clairement. Mais prenons la France pour ce qu'elle peut faire. Déjà, par rapport à tous les pays francophones d'Afrique, elle peut s'engager. Jean-Louis Borloo, qui a fait un travail de fourmi, si je puis dire, dans ce domaine-là, a convaincu les chefs d'État africains, avec toutes les questions qu'on peut se poser par rapport aux chefs d'État. Il faut que la France, maintenant, y aille. Ce sont principalement des projets autour de choses qui sont en plus du circuit court, c'est-à-dire des centrales solaires proches des habitats ou l'utilisation des déchets, parce que si je reprends un exemple que je connais bien qui est en Inde, par exemple, certains villages d'Inde, il suffit qu'un paysan ait 2 vaches pour qu'on lui propose un méthaniseur, et avec ça, il fait son électricité et il chauffe sa maison. Donc, ça c'est quelque chose qui est très spécifique, mais il faut des moyens. Et pour le coup, il faut que l'État français s'engage plus, mais il faut aussi que ceux à qui on a prêté de l'argent, vous l'avez rappelé tout à l'heure pour d'autres raisons, c'est-à-dire les banques françaises, s'engagent fassent également. Le travail et fassent le boulot nécessaire. Avec toutes les garanties, évidemment, que l'argent va bien au projet et aux populations. Et il faut vérifier. Mais le problème de la corruption est tellement international que je crois qu'on peut le poser là comme ailleurs. Il faut que les fonds aillent où c'est nécessaire. Et mais c'est possible. Même chez nous. Et même chez nous. Oui, parce qu'on connaît aussi le système des rétrocommissions qui reviennent à Voilà, c'est possible. Là aussi, la transparence peut aider. Et puis même, les entreprises du renouvelable ont parfois du mal à avoir accès au crédit
beaucoup plus. Et vous avez parfois d'autres entreprises, par exemple le Net, qui a des crédits hallucinants et qui promet des choses parfois hallucinantes, comme mettre des gens sur Mars. Voilà. Donc il faudrait aussi que le financement de l'économie verte est quelque chose quand même qu'il faudra étudier, y compris chez nous. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Merci à Thomas Porcher, merci également à Daniel Leroy. Vous restez avec nous parce que on va suivre maintenant cette actualité vue du net. C'est comme chaque jour, un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. L'actualité vue du net. Bonjour Karim. Bonjour. Un œil sur les médias avec aujourd'hui Donald Trump et cette question, va-t-il revenir sur les accords de Paris ? Alors François Hollande a affiché une certaine fermeté, on l'a entendu tout à l'heure sur notre antenne. Il a aussi tweeté ce petit message, l'accord de Paris est irréversible en droit, en fait et dans les consciences. L'inaction serait désastreuse pour le monde avec ce hashtag COP22. C'est à peu près les mots choisis par le secrétaire général de l'ONU qui explique qu'avant tout ça, c'était inimaginable. Aujourd'hui, cet accord est inarrêtable. Et c'est vrai que ces petits mots de Ban Ki-moon suscitent un peu d'ironie et du scepticisme sur les réseaux sociaux. Cet internaute écrit le secrétaire général de l'ONU a vu une licorne chevauchée par le Père Noël, une façon de dire que pour Donald Trump, ça va être compliqué de l'emmener sur le chemin des accords de Paris. Sur les réseaux sociaux, on partageait aussi cette une avec Pékin qui hausse le ton à l'égard de Donald Trump en lui soulignant qu'il n'a pas intérêt à détruire cet accord de Paris. Du côté de la Californie, on a vu aussi un certain nombre de voix s'élever, notamment celle du gouverneur de Californie. La Californie a toujours été un État plutôt en pointe aux États-Unis en matière d'écologie et on considère là-bas qu'il n'y aura pas de marche arrière à l'égard de ces accords de Paris. Et puis il y a aussi le candidat malheureux à la primaire démocrate, Bernie Sanders, qui a publié sur son compte Twitter « Le climat, c'est quelque chose de très sérieux, c'est une menace pour la planète entière. » Ce n'est pas un hoax, pour reprendre le mot de Donald Trump. Ce n'est pas un hoax et évidemment, Trump ferait mieux d'écouter les scientifiques plutôt que les compagnies qui produisent des énergies fossiles. Bernie Sanders qui a double tweeté en quelque sorte sur ce sujet en expliquant qu'on a un président élu qui ne croit pas au changement climatique. Des millions de personnes devraient lui dire qu'il a totalement faux. Donald Trump qui s'est fait remarquer ces derniers jours en faisant appel à Myron Ebel pour se charger de la transition climatique. Et Myron Ebel est un climato-sceptique, comme le souligne un certain nombre d'internautes. Cet internaute qui explique que ça y est, c'est officiel. Le gars en charge du changement climatique, en tout cas de la politique climatique de Trump, ne croit pas au changement climatique, que Dieu nous vienne en aide, écrit-il sur son compte Twitter. Et puis cette image qui est ressortie des archives du New York Times, au moment de la COP21, des militants écologistes avaient placardé sur Paris, sur les murs de Paris, les photos des climato-sceptiques. Et justement, il était là, celui qui a été nommé par Trump. Évidemment, ça suscite un certain nombre d'inquiétudes des internautes qui ont parfois appelé à signer des pétitions contre ce Myron Ebel sur les réseaux sociaux. C'est le cas de Troyan sur son compte Twitter. L'inquiétude, elle est présente aussi du côté des médias américains. Le Washington Post qui souligne que le déni de Trump, c'est tout simplement une catastrophe. Il faudrait changer tout ça parce qu'évidemment, on va vers cette catastrophe. Et puis, du côté de ce site internet, Noam Chomsky qui s'était exprimé sur cette élection présidentielle en soulignant que finalement, le plus important ces derniers jours, ce n'est pas le résultat de cette élection et la victoire de Trump, c'est cette étude qui montre que le réchauffement climatique aux États-Unis et sur le reste de la planète a été particulièrement important ces 5 dernières années. Et c'est surtout ça qu'il faut retenir aujourd'hui au moment de la COP22. Un mot pour dire enfin que Facebook se retrouve pointé du doigt depuis l'élection de Donald Trump. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé de Facebook qui est accusé d'avoir colporté des fausses informations, notamment via Facebook, mais aussi Google qui est pointé du doigt. Mark Zuckerberg s'en est défendu il y a quelques jours, notamment sur Facebook, mais aussi sur Twitter, en expliquant que tout ça était totalement disproportionné. Il a même totalement nié un éventuel impact de Facebook. Ça serait tout simplement fou, a-t-il expliqué.
Pourtant, relayé par un certain nombre de journalistes, les déclarations d'employés de Facebook qui expliquent que tout ça n'est pas fou du tout. On a vu se déverser sur la plateforme des milliers et des milliers d'informations erronées, de hoax, comme vous le disiez il y a quelques instants. Alors, très discrètement, du côté de Facebook, on a fait quelques petits aménagements. Audience Network permet à différents médias d'afficher des publicités. Pour pouvoir afficher des publicités, il faut produire un contenu de qualité, quelque chose qui soit légal, qui n'invite pas à la violence, qui ne soit pas de la pornographie, et depuis hier, qui soit quelque chose de vérifié. Donc on a ajouté ce petit élément depuis cette polémique. Merci beaucoup, Karim. Merci à nouveau à nos deux invités. Un dernier mot pour vous dire bien que Paul Ryan vient d'être reconduit à la tête de la Chambre des représentants. Il sauve donc la sienne. Elle était en jeu depuis l'élection de Donald Trump. La campagne ne s'était pas forcément bien passée entre les deux. Restez avec nous à suivre dans un instant un nouveau journal sur France 24.